Pardon? Oh putain, qu'est-ce qu'ils ont fait? Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Qu'est-ce qu'ils ont glandé? Pourtant la direction était si bien. Enfin, c'était pas non plus exceptionnel et je vous l'ai dit dans les reviews précédentes que c'était pas non plus masterclass, que ça atteignait pas le même niveau en termes d'intensité, de ce que vous voulez. Mais au moins c'était cohérent, il y avait une certaine logique, Qu'est-ce qu'ils ont... Qu'est-ce qu'ils ont fait? Je comprends pas. Bon, tout de même, salut à tous, on se retrouve pour la review des épisodes 11 et 12 d'Higurashi Gu. Alors, je vous le dis direct, j'ai hésité la semaine dernière à briser directement ma règle pour refaire des épisode après épisode parce qu'il y avait des choses assez incroyables qui étaient en train de se passer dans l'épisode 11 déjà. Mais je me suis dit, bon, calmons-nous quand même, faut pas réagir au quart de tour, hein. Si ça se trouve, c'est une fausse piste, c'est... un gros plot sur lequel les gens s'attendent qu'on va réagir d'un coup pour ensuite nous remettre le truc bien comme il faut dans l'ordre des choses, etc. Non. Enfin, remarque, après je suis quand même content d'avoir attendu une semaine de plus pour faire les deux épisodes d'un coup parce que du coup j'aurais juste redit la même chose exactement que ce que j'aurais dit pour l'épisode 11 sur l'épisode 12 en fait, parce que c'est exactement le même problème. Alors pour ceux qui du coup suivent mais ne sont pas au courant, là, les événements qui se sont passés, ces deux épisodes-là, bon, au début on reprend avec Satoko qui est de nouveau, enfin on la revoit en train de péter un câble à l'école, parce que Teppei la maltraite, parce que etc. tout ça. J'avais pensé qu'ils allaient un peu utiliser cette scène pour ensuite faire des flashbacks sur comment Satoko vit le truc, pour bien mettre ça en forme sous la forme d'animation. Et que du coup ça nous amènerait à parler de son drame personnel, de tout ce qui la touche, etc., de sa psychologie, pour développer le personnage de Satoko. Alors, c'est pas ça du tout qui s'est passé, il s'est passé un truc assez dingue, c'est-à-dire que les événements de ces deux épisodes, j'avais dit que ça se rapprochait pas mal certains éléments de ce qui se passait dans le top 7, notamment la relation entre Shion et Satoko, qui était donc une relation de... c'est un peu comme ma petite sœur, j'ai promis à Satoshi, etc. Là, on n'est plus dans ça ressemble à ce que les mises en place du tome 7, on est dans le tome 7. Directement, on est dedans. C'est pas un truc qui s'en rapproche, c'est pas des scènes, non, c'est les scènes du tome 7. C'est les événements dans l'ordre chronologique dont ils se déroulent dans l'avant-dernier tome. Non! Alors encore une fois, en voyant l'épisode 11, je me disais que c'était sûrement une fausse piste, que voilà, il jouait sur les attentes des fans à ce niveau-là et que il développerait du coup autre chose, que ça marcherait pas, que peut-être... Bon, ça partait mal quand même parce que, encore une fois, c'est exactement les mêmes scènes, mais à la limite c'est pas très grave parce que je me disais que l'épisode 12 allait peut-être renverser ça pour rebasculer sur le côté énigme. Ça aurait été quand même un peu gênant, mais ça aurait été moins bordélique et incompréhensible que ce qu'ils ont fait là. Je me demande même s'ils se sont pas trompés dans la diffusion des épisodes, sans déconner. C'est pas les épisodes 25 et 26, ça? Parce qu'en fait, le problème, il est extrêmement simple à résumer. Et ça, qu'on connaisse l'histoire de base ou pas. C'est-à-dire qu'en fait, quand tu mets la conclusion au début, quand tu finis ton histoire alors que t'as pas fini d'installer les prémices, qu'est-ce que tu veux en tirer en fait? Qu'est-ce que tu veux en tirer si Luke il tue Dark Vador sans même savoir que c'est son père? Ça n'a aucun sens, il n'y a pas de développement de personnage. Alors ok, ton histoire elle va d'un point A à un point B, je suis d'accord, mais du coup, entre temps, ce qui se passe, il s'est rien passé au niveau des personnages, au niveau du développement de l'histoire, au niveau de comment c'est fait. Qu'est-ce que quoi? Non, un ou comment? Et voilà, du coup, j'ai rien d'autre à dire que ça en fait, parce que alors, on va quand même s'arrêter 5 secondes, je vais précisément penser, les épisodes ne sont pas nuls à chier. On n'est pas sur le level de Nanardis du premier animé, encore une fois. Je fais des comparaisons parce que c'est la chose la plus simple à comparer, d'accord? C'est en termes de réalisation, en termes d'écriture, en termes de script, en termes de dialogue, ce que vous voulez. C'est infiniment mieux fait que dans le premier animé, sachant que le premier animé n'avait pas plus de contexte, hein. Il faisait les choses dans l'ordre, certes, mais c'est pas pour ça qu'il donnait plus de force aux scènes, parce que justement les scènes étaient complètement nulles à chier. Là, les scènes sont bien. Si tu les sors du contexte, parce que voilà, honnêtement, quand j'ai vu qu'ils sont partis sur cette direction-là, l'épisode 12, j'ai réussi à kiffer un peu, parce que j'ai pris les scènes comme si j'étais dans le contexte du VN. Or, c'est pas ça qu'il faut faire. Il faut prendre le... Alors, bon, moi, je réussis à kiffer en tant que fanboy qui connaît déjà l'histoire, mais quand je vais vous faire une review,
Je vais pas partir en mode ah bah moi j'aime bien Higurashi de base donc je connais donc je m'en fous de la cohérence. L'important c'est que les scènes elles soient sympathiques. Non, l'important c'est que les scènes soient amenées dans un ordre cohérent, que l'histoire soit amenée dans un ordre cohérent et que on se retrouve avec une narration qui va d'un point A à un point B en passant par toutes les étapes. J'aurais dû dire du coup d'un point A à un point Z en passant par toutes les lettres si vous voulez, c'est la même chose. Et du coup même si en soi, j'ai bien apprécié les scènes qu'il y avait dans l'épisode parce que elles réussissent à bien retransmettre dans la mise en scène, dans la colorimétrie, dans les dialogues, la façon dont c'est monté, etc. Bref, la réalisation, même si dans la réalisation, c'est des bonnes scènes qui marcheraient bien dans une pub ou dans un OAV ou ce que vous voulez pour nous teaser les scènes telles qu'elles sont dans le VN et même les rendre sur animation. Ok, c'est très bien, elles sont très bien ces scènes, et j'ai réussi à kiffer un peu. Mais, dans le contexte de l'histoire, ça n'a aucun sens. Aucun. Et à partir de là, à part vous dire que j'ai bien aimé les scènes, mais que ça fait aucun sens, la seule chose que je peux faire, c'est prendre les événements des épisodes dans l'ordre cohérent, et vous expliquer pourquoi est-ce que dans le contexte, ça marche pas, alors que pourtant l'histoire de base est encore une fois géniale, le tome 7 c'est l'un des meilleurs tomes, mais là, dans le contexte, t'as beau reprendre ces scènes, ça ne marche pas du tout. Du coup, ce que je vais faire, je vais me mettre dans la tête d'un mec qui a jamais vu Higurashi, qui regarde l'animé pour le découvrir, parce que c'est comme ça qu'il faut le voir, je suis désolé, parce que sinon, si tu prends avec le contexte de oui mais moi je connais déjà, d'accord, tu peux tout justifier dans ce cas-là. N'importe quel truc ou qui a une licence derrière, une licence un peu dont t'es fan et que tu connais les événements, Dragon Ball Evolution c'est pas grave, je connais déjà Dragon Ball donc les références je les comprends donc c'est pas si important que ça. Bah si en fait. Bon du coup on va commencer par le commencement. La scène où Keishi et les autres décident d'agir, que Shion arrive en mode je vais aller buter l'oncle pour la sauver et que Keishi l'en empêche. J'ai plusieurs questions. Pourquoi Satoko ne fugue pas ? Pourquoi est-ce qu'elle s'enfuit pas de chez elle, sachant que Rika lui propose « reviens vivre chez moi ?» Pourquoi est-ce qu'elle ne la cache pas ? Hein ? C'est pas expliqué dans l'animé, ça je suis désolé, ça n'est pas expliqué. Alors moi je sais pourquoi, je le dirai pas, mais voilà, parce qu'ils vont peut-être le remettre après, ce serait dommage de gâcher la surprise pour les 2-3 qui connaissent pas, même si bon, à ce stade-là, je pense que les nouveaux arrivants, ils ont déjà lâché, hein, c'est même plus la peine. Enfin voilà, pourquoi est-ce que Satoko ne s'enfuit pas, elle ne fugue pas. Pourquoi est-ce que Shion est directement prête à aller buter l'oncle ? Voilà, c'est quand même un peu excessif comme réaction, hein, je suis désolé. Sachant que, déjà, pourquoi est-ce qu'elle considère Satoko comme sa sœur ? Pourquoi, qu'est-ce que c'est la promesse qu'elle a faite à Satoshi ? C'est qui Satoshi ? Hein ? C'est qui ? C'est qui Shion ? C'est qui Shion ? Je suis désolé. On a beau l'avoir présenté dans la deuxième partie avec son côté je suis amoureuse de Keishi. Derrière, c'est quoi les dessous de son histoire ? On ne sait même pas si c'était vraiment elle ou si c'était Mion au moment où ils ont échangé au moment où est-ce qu'ils ont échangé leur place dans le tome 2 ? Voilà, je connais pas Shion, donc pourquoi est-ce que j'en aurais quelque chose à foutre qu'elle veuille aller buter l'oncle ? Pourquoi est-ce que je devrais m'intéresser plus que ça au fait que Satoko soit maltraitée ? Hein ? Parce qu'on nous a pas montré sa maltraitance, son personnage n'est pas très profond, je suis désolé, hein, jusque là c'est surtout une gamine qui fait des blagues et qui est un peu hautaine. Mais c'est quoi son potentiel d'attache ? C'est qu'elle a fait à bouffer à Keishi dans les 2 derniers épisodes ? C'est que juste on l'a vu se marrer avec les autres ? C'est ça son capital sympathique est censé en faire un personnage hyper dramatique et l'un des meilleurs personnages du truc, parce que clairement on nous montre qu'il y a du drame, on nous montre qu'elle est maltraitée, mais on ne voit jamais pourquoi est-ce qu'elle est maltraitée, ou comment, ou dans quelle proportion. C'est un animé, bordel de merde. On devrait pouvoir mettre ce genre de scène en animation pour nous faire ressentir la peine de Satoko. Bah non, ils le font pas, elle pleure, et puis c'est pour ça qu'on devrait être super impliqué et voir les personnages défier le destin. Quel destin ? Quoi ? Et pareil, pourquoi est-ce que quand Rika parle de destin, c'est spécialement important ? Pourquoi est-ce que quand Keishi, alors ok, on l'a vu encore une fois dans l'épisode 2, parler dans son monde du puzzle, mais pourquoi est-ce que c'est spécialement important ? Et même l'épisode nous montre même pas vraiment que c'est super important pour Rika ce qui se passe avec Keishi et ses réactions. Et quand Keishi il arrête Shion et qu'il a ses réminiscences, pourquoi est-ce qu'il a des réminiscences ? Il est devant, il est médium, il est... Qu'est-ce que quoi ? Et pourquoi est-ce que ça le mettrait spécialement sur la piste qu'il faut pas buter l'oncle ? Juste parce qu'il a le traumatisme d'avoir tué quelqu'un ? Et que du coup il pense aux conséquences ? Alors oui, c'est très bien, mais je connais pas Keishi, je m'en fous de Keishi. Keishi c'est juste un con
qui est même pas capable de protéger Shion dans l'épisode 6, je crois que c'est ça, et qui est pas capable de retourner à lui seul un match de baseball dans les épisodes précédents, pareil. C'est pour ça que je gueulais aussi après ces scènes, c'est parce que dans ce genre de moment maintenant, mais Keishi, c'est qui? C'est juste un petit con, je m'en fous de lui, je le connais pas. Je connais pas son histoire, je connais pas l'histoire de Shion, je connais pas l'histoire de Satoko, je connais pas l'histoire de Rika, je connais pas l'histoire de Mion même. Ni de Rena, je connais pas leur histoire. Pourquoi est-ce que je devrais être spécialement accroché à mon siège quand il y en a une qui se fait martyriser? Ok, oui, c'est triste, c'est la maltraitance, c'est pas bien, etc. Mais c'est pas comme ça qu'on écrit un personnage. Et c'est pareil pour tout le reste. Pourquoi est-ce qu'Irie, il est spécialement attaché à Satoko? Pourquoi est-ce que il y a 10 millions de questions sans réponse qui ont été laissées et que du coup, on s'en fout? J'arrive pas à croire que je dois expliquer à des scénaristes professionnels qui produisent un animé pourquoi est-ce qu'il faut pas mettre la fin de ton histoire avant le début. Oh putain. Sans déconner aussi, les épisodes m'ont tellement énervé que j'ai même pas eu la force de les regarder une deuxième fois. Normalement, je regarde les épisodes une deuxième fois, mais là, encore une fois, c'était pas par désagrément vis-à-vis des scènes, hein, parce que si j'avais voulu le regarder, je l'aurais regardé. Mais dans l'optique de je dois faire une review où je dois expliquer pourquoi chaque élément est débile, je suis pas allé plus loin que la fin de l'épisode 11. Ça m'a énervé. Pareil, les scènes suivantes, quand ils vont voir les services sociaux, c'est un gros morceau des épisodes d'ailleurs, hein. Pourquoi est-ce que, fin de l'épisode 11, début de l'épisode 12, pourquoi est-ce que je devrais me sentir spécialement alarmé pour que les services sociaux lui fassent quelque chose? Je n'ai pas vu Satoko se faire martyriser. Je l'ai vu chialer, ok, certes, mais en même temps, on est dans un monde où tout le monde peut devenir taré à n'importe quel moment. Donc, pourquoi est-ce que spécialement je devrais ressentir la maltraitance de son oncle? Surtout qu'il y a une scène, alors là je vais la spoiler parce que j'en ai plus rien à foutre, il y a une scène qui m'avait absolument choqué dans le visual novel, c'est quand tu te mets du point de vue de Teppei à un certain moment, dans un indice je crois d'ailleurs, et qui Léla, bon déjà on a fait une bonne description avant de comment il traite Satoko, hein, comme une espèce d'esclave, qui l'a fait se traîner par terre, qui lui donne des coups de pied quand elle fait pas bien son boulot, qui invite ses potes à jouer aux cartes, et qu'elle doit faire le service en bouffant pas de plusieurs jours. Et il y a une scène qui m'a absolument choqué, vraiment, où c'était qu'en fait, il a dit ah ma meuf, je l'ai perdue, vas-y, je tirerai bien un coup, etc. Et qui commence dans son cerveau de détraqué mental, parce que Teppei, je l'ai dit, c'est un espèce de malade, il est complètement fou ce mec, il est terrifiant en plus à un certain moment. Et que, pourquoi, à ce moment-là, il se dit spécifiquement, est-ce que je me taperais pas la gamine? C'est hardcore, vraiment, la simple pensée de se mettre du point de vue de ce mec qui est en train de tourner Narvalo au point de se dire « vas-y, j'ai pas tiré mon coup depuis longtemps, y a une gamine dans la même maison que moi, bon, je vais prendre ce que j'ai sous la main. » Ça n'arrive pas, hein, je vous rassure, ça n'arrive jamais. Mais cette scène, pourquoi est-ce que tu me mets cette scène dans l'animé, on est choqué sur 10 générations, vraiment. Bon, peut-être pas comment ça a été fait jusque là d'ailleurs, mais vraiment tu me mets cette scène en animation dans le bon contexte avec l'histoire qui va d'un bout à l'autre, etc. On est choqué sur 10 ans, vraiment. Et là, que dalle, y a rien, aucune scène où on est à l'intérieur de la maison, aucune scène où on voit l'état de Teppei. On le voit juste, on dit juste ouais il a donné un coup de pied dans une idole et il a pissé sur un espèce d'hôtel à la con. Mais non, mais ok, c'est bien, d'accord, en quoi ça nous montre qu'il est spécialement dangereux ce mec? Pourquoi est-ce que c'est spécialement une menace? Et surtout, encore une fois, pourquoi Satoko ne veut pas fuguer? C'est pas expliqué une seule seconde, alors qu'elle a 10 000 raisons de ne pas fuguer, qui sont tristes, qui sont vraiment... Ça rend le personnage tellement torturé, tellement ambigu sur le... T'as tellement de peine pour elle quand tu sais pourquoi est-ce qu'elle veut pas fuguer, mais là on le sait pas, on s'en fout. Donc pourquoi est-ce que je serais spécialement impliqué quand je vais voir les autres tenter par tous les moyens d'appeler les services sociaux plutôt que d'aller défoncer ce connard? Ça n'a aucun sens. Pourquoi ils veulent le buter? Pourquoi est-ce qu'ils vont aux services sociaux? Ça c'est évident, mais pourquoi est-ce que c'est spécialement impactant qu'ils vont aux services sociaux? En quoi est-ce qu'ils défient spécialement le destin? En quoi est-ce que c'est un miracle? Parce que oui, il y a des dialogues qui m'ont fait halluciner. C'est, on va produire un miracle. Oui, d'accord, tu nous reprends le délire du miracle, ok?
Mais pourquoi, en quoi c'est un miracle? On n'a pas eu de tome 3 où il se passe pas ça. On n'a pas eu le contexte où tout ça n'arrive pas et où tout finit mal. Donc comment est-ce que tu veux qu'on se rende compte d'à quel point la situation est désespérée? Ça n'a aucun sens. La résiliation de Rika, on s'y intéresse pas une seconde, mais alors pas une seconde. Alors que pourtant, elle s'en rend compte. Elle est là, oui Keiichi, je crois en toi maintenant, j'étais prête à abandonner, mais grâce à toi j'ai repris espoir. À quel moment? À quel moment? Bah si, le seul moment où c'est dit, c'est dans le VN. Et vous pouvez même pas me reprocher de faire des comparaisons avec le VN et l'histoire originale, parce que bah cette version ne fait rien. Ok, prenons juste la version en elle-même, d'accord, très bien. Pourquoi est-ce que Rika serait un personnage qui est spécialement désespéré? Vous avez une heure pour essayer de me trouver vous pourrez trouver n'importe quel élément dans une phrase de dialogue de je sais pas quoi. Non, aucune scène qui l'appuie ça. Pareil quand il va voir les vieux. Et cette scène, encore une fois, bon, voilà. C'est à partir de ces scènes-là et la scène avec Orio que j'ai réussi à apprécier les scènes en elles-mêmes. Parce que je me suis remis dans le contexte de l'histoire d'origine. Et je me suis dit, ah ouais, c'est quand même pas mal foutu, les scènes, y a des bons gros plans, il y a encore ce filtre qui est assez sombre sur les côtés et qui dénote d'une certaine violence dans les propos. Il y a les dialogues qui sont bien dosés, qui reprennent bien l'esprit avec Rena qui est là. Ah oui mais Keiichi, il faut que tu comprennes qu'ils font ce qu'ils peuvent, etc. Oh mais regardez ce qu'ils ont écrit, ce serait pas un peu des tarlousses quand même? Voilà, tu vois, ça reprend bien la personnalité des personnages, ça joue bien là-dessus. Mais, bah dans le contexte, ça n'a aucun sens. Kimiyoshi, on le voit dans cette scène. On le voit apparaître pour la première fois dans cette scène. Comment tu veux que j'en ai quelque chose à faire de ce personnage? Je ne sais même pas ce qui lui est arrivé dans les autres tomes. Je sais même pas qui c'est. Alors on sait que c'est le maire, mais on sait pas en quoi il est spécialement lié au Jo, en quoi il est spécialement lié à Orio, en quoi est-ce qu'il est spécialement spécial dans le village, quel est son rôle, quelle est son importance. On s'en fout. C'est juste un vieux auquel tu vas demander « Eh, tu peux nous aider à sauver Satoko ?»« Je veux pas. »« Ah mais t'es quand même une pédale. »« Ah bah ouais, bah d'accord, bah je vous aide. » Non, non, Orio, pareil. Orio, c'est censé, normalement, être un personnage qui est ultra, comment dire, dangereux, mais qui est une ombre, en fait. C'est vraiment l'ombre du village qui plane au-dessus, c'est l'épée de Damoclès au-dessus des héros, c'est la représentante des Sonozaki. Et les Sonozaki, dans cette version, c'est une bande de ploucs qui ont des chemises et qui ont des flingues sous leurs chemises. On ne ressent à aucun moment le fait que les Sonozaki sont particulièrement influents sur le village. On ne ressent à aucun moment le fait qu'Orio est spécialement vénère contre les Hojo. On ne sait même pas pourquoi elle en veut Hojo. Alors on le sait que c'est à cause de l'histoire du barrage, mais on nous a pas montré de scène spécifiquement où Orio est attaqué par le père Hojo. On nous a rien montré, on s'en fout, donc ça n'a aucun poids. Et même si t'amènes Keiichi voir Orio pour faire le conflit des générations, ben non, parce qu'encore une fois, Keiichi, c'est juste un petit con, il représente en rien la nouvelle génération pour moi, de ce que j'en sais dans cette version, et Orio, je sais pas en quoi est-ce que spécialement les anciennes habitudes sont à dépasser, sont à amener dans une nouvelle direction le village, etc. Parce qu'on n'a rien présenté. C'est tout. C'est tout. Et là je prends du scène par scène encore une fois, parce que qu'est-ce que tu veux que je fasse d'autre? Je te prends n'importe quelle fiction au pif, tiens regarde, je te prends ça. Imagine, dans Batman, le premier de Tim Burton, Jack Napier il meurt dans les 10 premières minutes. C'est-à-dire il tombe dans la cuve d'acide et il est mort. Voilà. Et après, le film continue, évidemment. Et on t'explique, oui, alors en fait, il aurait pu devenir le Joker dans un autre monde, mais et il a tué tes parents, etc. C'est quoi cette façon de construire une histoire? Non, ça n'a aucun sens. T'imagines s'ils avaient fait le film comme ça? Toutes les bases de l'histoire sont foutues en l'air, parce qu'elles nous sont présentées comme juste superficielles. Elles n'ont aucun impact, aucune force. On nous présente rien, on nous explique rien, on nous fait rien ressentir, et pourtant, on nous offre la conclusion. Même, encore une fois, c'est Luke, dans l'épisode 4, il arrive dans le combat entre Obi-Wan et Vador, il y va avec son sabre, il décapite Vador,
sorti un peu nulle part, hein, on va pas se mentir, mais il décapite Vador, et après, il part avec Obi-Wan faire son entraînement. D'accord? Mais tu racontes quoi dans son entraînement, en fait? Et puis même, ce qu'on a vu avant, quand il est sur la planète des sables, etc., qu'il doit trouver son identité, etc. D'accord? Ok, mais du coup, il avait déjà en lui la force de battre le grand méchant. Alors, pourquoi est-ce que on s'intéresserait à lui? C'est exactement la même chose. Tu peux pas faire un parcours initiatique, tu peux pas faire une histoire, un développement de personnages, à partir de personnages qui sont déjà conclus. Surtout si tu nous mets les prémices juste avant, pour les invalider juste après. Je comprends pas. Et d'ailleurs, ça me fait me rappeler de l'épisode 4, encore une fois, où je me demandais pourquoi est-ce qu'il y avait ce coup de Keishi, tu dois croire en tes amis, parce que ça se trouve, elles sont pas si mal intentionnées que ça, etc. Je trouvais que c'était un bon twist à l'époque. Mais aujourd'hui, je me rends compte que c'était juste une mise en place extrêmement maladroite pour nous dire que Keishi, dès le tome 1, il est prêt à pardonner ses amis. Or, pardonner ses amis, c'est un truc qui lui arrive dans le tome 6. Et pourquoi est-ce que ça marche aussi bien dans le tome 6 et pourquoi est-ce que le tome 6 est le tome préféré d'à peu près tout le monde? Le mien, pas vraiment, mais ça c'est autre chose. Mais pourquoi est-ce que le tome 6 est tant apprécié? Tout simplement parce que derrière, on sait ce qui se passera si Keishi ne pardonne pas à ses amis et si l'histoire continue dans ce sens. Et du coup, le twist de je défie le destin, je réussis à m'extirper d'une situation qui m'arrive depuis 4 tomes consécutifs, c'est un accomplissement pour les personnages. Oui, alors là, je fais ça en off parce qu'en fait, j'avais pas fini ma phrase lors du tournage, donc voilà. D'autant qu'évidemment, je pourrais théoriser qu'encore une fois, c'est une fausse piste, parce que si ça se trouve dans l'épisode suivant, malgré tous ses efforts, et malgré tout ça, Satoko va réussir, ne va pas bien finir, et qu'ils vont pas réussir à la sauver. C'est possible, c'est une théorie possible, mais même comme ça voudrait dire qu'ils ont détruit les enjeux ils ont détruit globalement les enjeux de l'histoire de base pour nous en mettre d'autres. Tu peux faire ça, j'ai pas de problème avec le fait de faire ça. Mais le problème, c'est que, du coup, comme tu nous as chié d'un coup, en 12 épisodes, l'histoire d'origine, eh ben, elle a plus aucune force et du coup, tu détruis des enjeux qui ne sont pas là. Pour reprendre mon exemple sur Star Wars, c'est comme si, au moment du combat Dark Vador contre Obi-Wan, t'as Dark Vador, il se fait poignarder dans le dos par un autre grand méchant qui n'a rien à voir, hein, aucun rapport, c'est genre en disant un autre maître Sith, je sais pas, Dark Maul, et que du coup on essaie de nous dire que Dark Maul c'est un nouveau seigneur Sith méga puissant. D'accord, alors du coup j'ai pas vu en quoi Dark Vador était spécialement dangereux, j'ai pas compris son histoire personnelle, j'ai pas compris pourquoi est-ce que c'est spécialement impactant que ce soit lui le grand méchant, pourquoi est-ce que c'est un personnage spécial dans l'univers, et j'ai pas compris pourquoi est-ce que du coup tu m'as mis des faux enjeux pour les détruire et mettre de nouveaux enjeux derrière. Voilà, et les enjeux, l'histoire après peut être géniale si elle veut, mais ça change pas le fait que cette partie de l'histoire n'aura eu aucun intérêt et que ça aurait été une perte de temps. Voilà. Et je pourrais faire chaque micro-détail de l'épisode comme ça, parce que chaque dialogue quasiment repose sur des bases qui sont dans le VN, mais qui n'ont jamais été présentées, et que du coup, si tu regardes l'animé comme ça, tu t'en fous, parce que tu ne connais pas les personnages, tu ne connais pas l'histoire, tu ne connais pas les enjeux, tu connais rien. Et du coup, bah, je pourrais faire ça avec tous les éléments que moi je connais parce qu'ils sont dans le VN, mais ça servira à rien par vous spoiler, par spoiler aux 2-3 qui connaissent pas, et ça servira à rien parce que de toute façon, bah, j'ai tout résumé en une phrase au début. Ils ont mis la fin au début. À partir de là, tu peux pas faire d'une histoire cohérente. Parce que même les histoires qui se reposent pleinement sur une autre histoire préalable, elles essaient de les traiter un minimum correctement et d'avoir un minimum de respect pour ces histoires. Ou alors total l'inverse, de les détruire complètement. Mais là, on n'est pas sur une destruction. On est ni sur un hommage, ni sur une destruction d'histoire, on est sur un gros bordel. Et je suis même pas énervé en fait, je donne l'impression d'être énervé, mais c'est surtout pour bien faire comprendre à quel point c'est... Qu'est-ce qui s'est passé? Ça n'a aucun sens quoi. Je suis même pas énervé, je me pose la question pourquoi ils ont fait ça. Ils se sont mélangés dans les diffusions d'épisodes. Est-ce qu'ils se sont dit ouais c'est pas grave? Parce que encore, limite si l'animé il durait 12 épisodes, j'aurais pu comprendre. Et il serait parti sur une nouvelle histoire après ça. Mais là il fait 26 épisodes. Donc c'est quoi l'intérêt? Parce qu'encore une fois, même s'ils partent sur une autre histoire après, maintenant, c'est foutu. Toutes les bases sont niquées. Chion n'est plus du tout un personnage sur le fil du rasoir. Mion, on n'a aucun ressenti pour elle, parce qu'on connaît pas son histoire. Et ses responsabilités, on nous les a un peu présentées
dans le tome précédent, mais on ne les a pas plus appuyés pourquoi c'était important que ça pour elle, et surtout, qu'est-ce que ça a impliqué dans le passé du village. Pareil, Rena qui réussit à dompter quelque part sa psychose par rapport à la malédiction de Yashiro. Comment ou quand, surtout que ça a été introduit dans les premiers épisodes, cette psychose. C'est même la raison de l'épisode 4, que je trouve encore une fois génial. Mais, et pourtant, aucune scène ne nous a spécialement indiqué pourquoi est-ce qu'elle réussit à surmonter ça. Keiichi, pourquoi il a des réminiscences, Keiichi? Pourquoi est-ce que Rika... Voilà, ils ont gâché l'histoire d'Higurashi, simplement, je peux pas le dire autrement, ils ont gâché l'histoire, ils ont pris le sac à idées, alors qu'il y avait plein d'idées dedans, hein, on pourrait en faire un truc de toutes ces idées, et pourtant, hop, tout à la benne, là, comme ça, et voilà, ça dégage, c'est... Et du coup, de façon plus pragmatique, en fait, maintenant, je me pose juste la question, sans aucune ironie, c'est quoi le but de l'animé? C'est quoi? C'est de faire un animé promotionnel qui nous récapitule un peu les grands éléments pour que, achetez Higurashi, ou le dernier chapitre est sorti en septembre sur Steam, ou je sais pas quoi, dans une version dégueulasse, en plus n'achetez pas la version Steam, c'est de la merde. Bref, en plus elle est même pas en français, c'est pas grave, alors qu'il y a une version française officielle, mais vas-y, va te faire foutre. C'est quoi? C'est ça, c'est un animé promotionnel en fait, c'est juste ça, c'est genre, regarde, on te fait 26 épisodes d'un animé, maintenant on va acheter le jeu. D'accord? Qui a envie d'acheter le jeu s'il connaît pas Higurashi en voyant ça? Putain... On m'a parlé d'un crossover avec Umineko potentiel vu certains plans de l'opening. Ok d'accord, ça a pas du tout été teasé, ça a pas du tout été préparé si tu veux, mais même si c'est ça, déjà pourquoi est-ce que tu fais pas juste une série d'OAV qui repose sur l'animé précédent? Parce que j'ai beau détester l'animé précédent, au moins il pose le contexte des personnages, etc. Et que si tu fais un animé comme ça, maintenant tu balances les personnages d'Umineko dans l'histoire comme ça, si c'est ça ta représentation de l'histoire d'Higurashi, non, non, tu me fais pas une représentation de l'histoire d'Higurashi. À la limite, tu le présentes pas. Comme ça, c'est juste les fans qui connaissent qui peuvent s'y intéresser. Mais si ta représentation de l'histoire d'Higurashi, c'est juste ça, en sautant 80 000 éléments et en faisant qu'on s'en fout de l'histoire, non merci, j'en veux pas. Même si le crossover peut être sympathique ou tout ce que tu veux, non. Sachant qu'en plus, ça n'a aucune chance d'arriver, faut arrêter avec cette théorie de merde. Ou alors peut-être qu'ils essaient de régler l'histoire de base vite fait, de la résumer au début dans les 10 premiers épisodes, 10-15 premiers épisodes, et qu'ensuite ils vont faire une adaptation des tomes bonus. Je vois pas bien pourquoi est-ce qu'ils pouvaient pas faire une adaptation des tomes bonus directement en OAV, mais ok, si tu veux. Non, voilà. Donc en fait, c'est même pas... C'est au niveau de la direction que ça prend. Soit ça c'est un animé qui cherche à résumer l'histoire en mode publicitaire, mais ça n'a aucun sens, sinon ils auraient pas fait, ils auraient juste fait 12 épisodes, hein, parce que là c'est bon, tu condenses juste encore un peu plus, t'enlèves du délire, on en arrive à 12 épisodes, c'est bon, t'as ton produit, tu le vends, et les gens achètent Higurashi ou pas. Soit c'est un crossover avec Umineko, mais encore une fois c'est une théorie de merde, ça n'a aucune chance d'arriver. Soit, ils vont adapter des tomes qui n'ont jamais été adaptés, qui étaient dans les versions console ou dans les versions trucs. Ça m'étonnerait, je vois pas pourquoi ils auraient fait ça comme ça, sinon, je veux dire, tu le fais directement, tu fais des OAV, tu fais pas une nouvelle série. Soit, ils partent sur une histoire originale. Et donc, pourquoi avoir fait ça? Pourquoi avoir gâché l'histoire d'Higurashi? Pourquoi vous avez fait ça? Dans tous les cas, peu importe la direction qu'ils vont prendre, ils ont gâché l'histoire d'Higurashi. Et ça ne pourrait être enlevé en aucun cas. Putain, je suis en train de tout prendre dans le désordre. Pour le montage, ça va être une horreur après. En plus, j'ai mal à la gorge. Enfin voilà, je sais pas quoi vous dire d'autre. Si vous avez des informations qui sont tombées, qui ont été dites dans des interviews, dans des notes d'intention, dans des trucs dont je suis pas au courant, à la limite, ok, balancez-les. Je le fais pas moi-même parce que ça reste une review, hein, on n'est pas sur une critique bien ficelée avec du texte, etc. Je réagis juste à chaud aux épisodes, voilà. Mais, qu'est-ce que tu veux que je te dise d'autre? Je sais pas quoi dire d'autre. Voilà, je pourrais continuer encore longtemps à vous dire tous les éléments qui n'ont pas du tout été exploités et qui n'ont aucun sens d'être fait comme ça, et qui sont totalement gâchés par le fait que qu'ils aient décidé de mettre la fin du tome 7 à la fin du tome 3. Mais je sais pas quoi vous dire d'autre. À part ça, ce serait du pinaillage, et on y passerait 3 heures, et puis ce serait pas très intéressant. Donc, je vais m'arrêter là, et je vous ferai les reviews des épisodes précédents, on va voir comment ça va évoluer, mais dans tous les cas,
ça n'a aucun sens. C'est même pas que c'est de la merde ou quoi, c'est que ça n'a aucune logique. L'épisode prochain, on est à la moitié de l'animé, soit il y aura un gros twist qui fera qu'ils ont fait une opération secrète. Encore même pas, parce que même comme ça, même si imaginons ils font un énorme twist, en mode on avait prévu ça depuis le début, ça va être, je sais pas moi, en mode ils partent sur une toute nouvelle histoire et que là c'était juste pour nous remettre dans le bain. Ceux qui connaissent déjà, même comme ça, t'as quand même gâché le potentiel de l'histoire d'origine. Et ça ne se fait pas. Surtout pour l'histoire d'Higurashi, qui n'est pas n'importe quelle histoire. Tu peux pas la prendre à la légère et juste te dire oh bah vas-y on va faire un résumé vite fait. Ou alors limite tu fais un résumé vite fait, mais dans l'épisode 1 tu nous fais pas poireauter pendant 12 épisodes en nous faisant croire que ouais on va faire un reboot qui va reprendre l'histoire originale mais de façon mieux, ça va être trop bien, etc. Pour au final qu'au bout de l'épisode 12 tu nous dises non lol c'est pas du tout, ça n'a aucun rapport, voilà. Non, même comme ça n'a aucun sens et je reviendrai pas là-dessus. Enfin voilà, c'est tout pour moi, du coup bah je ferai les épisodes suivants, hein. Je ferai les épisodes suivants bien sûr, par paquet de 2 encore une fois. Ou alors si l'épisode prochain est vraiment... Je pense que si l'épisode prochain est vraiment un tournant et que ça éclaircit pourquoi est-ce qu'ils ont fait ça comme ça, je pense que je ferai juste une petite réaction ou un truc comme ça, ou une petite vidéo bonus à la con, que je ferai pas une review complète. Mais... je continuerai à les faire, les reviews. Je veux voir jusqu'où ça va, parce que c'est un bordel sans nom, mais c'est pas une raison. Et du coup, bah, je vous dis à dans peut-être une semaine ou dans 2 semaines. Voilà, c'était Griff. Et je suis paumé.